Et on dit que mon rôle est de donner la parole alors que je passe des petits papiers pour leur dire ben, il faut que vous arrêtiez. Et je crois que c'est une honte d'arrêter ces paroles que nous venons d'entendre, mais nous sommes toujours contraints par des horaires. Je m'en excuse. Alors, notre troisième conférencière est Karine Messing, professeure émérite à l'UQAM. Karine est une pionnière de la recherche francophone en sciences biologiques et ergonomiques. Elle a été aussi l'une des premières à décrire les contraintes et les exigences des emplois des femmes dans le secteur des services. Elle a ainsi fait sa marque par ses recherches sur les manières de tenir compte des différences biologiques et sociales entre les femmes et les hommes, afin que les études des accidents de travail et des maladies professionnelles reflètent correctement les expositions en milieu de travail. Membre fondatrice du Symbiose, centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement, Karine Messing est l'auteure de plus de 130 publications scientifiques, dont tout dernièrement Pain and Prejudice, What Science Can Learn About Work from the People Who Do It, dont elle nous a promis la traduction française pour très bientôt. Elle a aussi à son actif plus d'une centaine de communications présentées à des rencontres nationales et internationales, alors que son expertise a été sollicitée à maintes reprises par des organismes publics et privés concernant la santé au travail. Parmi les nombreuses récompenses qui lui ont été remises depuis, retenons qu'en 1993, elle a été la première femme scientifique à recevoir le prix Jean-Jacques Rousseau de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Merci. Merci beaucoup, Francine. Un prof en sciences naturelles ne peut pas fonctionner sans PowerPoint, donc je vous demande un peu d'indulgence. Vous pouvez réfléchir à cette notion d'anticorps contre la honte, parce qu'en tant que biologiste, je trouve ça vraiment, ça m'interroge. C'est beau. Merci. Et je suis vraiment très honorée d'être invitée ici, non seulement parce que c'est un congrès magnifique et historique, mais aussi parce que je me sens consacrée comme francophone. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, mais je vais vous parler de mes affaires à moi. J'ai donné le titre « Le coût de l'invisibilité du travail des femmes » et le danger de la visibilité des femmes au travail. Donc, on va réfléchir un peu là-dessus. Si j'arrive à faire fonctionner la chose. Oui. Non. Voilà. Donc, on va commencer avec l'équipe L'Invisible qui fait mal, qui illustre un peu ce que fait le service aux collectivités à l'UQAM. C'est un partenariat entre les comités de conditions féminines et les comités de santé et sécurité des centrales syndicales, des trois principales centrales syndicales québécoises, et un groupe assez large d'ergonomes, biologistes et chercheurs en droit. Et le but de ce partenariat qui a été demandé à la fois par les centrales et par les chercheurs, c'était de rendre visibles les risques à la santé des travailleuses, qui, à l'époque, parce qu'on parle des années 90, début des années 90, étaient plutôt invisibles pour les décideurs et pour les travailleuses elles-mêmes, je dirais. Alors, la scène que vous voyez, c'est la signature d'une entente. Et j'aimerais aussi souligner le fait que le service aux collectivités de l'UQAM et différents dispositifs qu'on a à l'UQAM nous permettent de faire ce type de partenariat en relatif confort, c'est-à-dire qu'on a des dégrèvements d'enseignement, on a un peu d'argent de démarrage de projet, etc. Donc, on roule sur l'or comparativement à beaucoup d'autres partenariats entre les femmes et les chercheurs.
qu'est-ce que nous avons appris, mais je vais vous démontrer parce que j'ai de la misère à être autrement que concrète, donc je vais vous parler d'un seul projet, mais je veux juste dire plus généralement que ce qu'on a réussi à faire, c'est... j'ai un peu de misère avec mon fonctionnaire, là, de révéler certains risques invisibles du travail des femmes et surtout le fait que ces risques invisibles peuvent faire mal aux femmes. Et on a appris aussi que pour démontrer ces risques et ces effets, il fallait de nouvelles méthodes, dont je vais vous parler un peu. Et surtout, vais vous faire suivre un projet, une série de projets demandés par les femmes des centrales syndicales pour vous faire voir que quand on est en interaction avec les gens du milieu, on se trouve devant de nombreux casse-têtes, de nombreux énigmes. Et on ne s'en sort pas facilement avec notre féminisme intact. Il faut que ça élargisse, il faut que ça évolue. Donc, je vais vous parler donc du nettoyage. Le nettoyage en milieu hospitalier, précisément parce que la demande venait du comité de la condition féminine d'une centrale syndicale appelée CSN. On a eu en fait deux demandes. La première en 1994, la deuxième en 2006, pour savoir ce qui est arrivé avec nos résultats de 1994. Au début, c'était une demande qui avait l'air simple. Quand on a écouté les nettoyeuses, elles nous ont dit le travail est organisé en binôme. Ça se fait un homme, une femme ensemble. Au début, ça s'appelait comme ça, travail ménager homme, travail ménager femme. Après, on a appris à appeler ça travail lourd, travail léger, mais ça faisait peu de différence. Et donc, le travail dit léger, disait-elle, c'est très difficile et ça nous fait mal. Nous sommes payés moins que les hommes qui font le lourd et l'employeur vient de doubler nos territoires. Il y avait une femme qui est venue me voir en pleurant, en expliquant qu'elle ne pouvait plus être fière de son travail parce qu'elle était obligée de le faire tellement vite que le peu de reconnaissance qu'elle avait, elle n'y avait plus accès. Et justement, elle ne se sentait pas respectée. La phrase, c'était « Nous sommes la poubelle de l'hôpital ». Nous avons donc un bon ergonome. On était trois, Julie Courville, Céline Chatigny et moi-même. On a observé le travail et on a vu qu'effectivement, les femmes faisaient de l'époussetage, elles lavaient les surfaces, elles frottaient, alors que les hommes passaient beaucoup de temps dans cette posture. Ils passaient la vadrouille, c'est un mot québécois pour la serpillière. On a aussi observé les postures, on a calculé le temps passé dans les différentes postures. Les hommes, c'était relativement simple, ils étaient toujours debout en mouvement lent, alors que les femmes avaient différentes postures. Elles s'étiraient pour frotter en haut, elles se penchaient pour frotter les toilettes, elles s'accroupissaient, elles faisaient une variété de mouvements. Et ce qu'on a vu aussi, vous pouvez voir j'étais supposée d'avoir quelque chose pour vous montrer, mais en tout cas, les étoiles rouges, c'est les douleurs des femmes. L'étoile bleue, c'est la douleur rapportée par les hommes. Donc, les femmes avaient mal ici, un peu ici, et au bas des jambes, à cause de la posture souvent statique. Quand on frotte, on ne bouge pas. Puis là, ça a fait des accumulations de sang, donc ça donnait mal aux jambes. Alors que les hommes qui étaient tout le temps debout, c'était une douleur au milieu du dos. Donc, on avait des douleurs différenciées parce qu'il y avait des tâches différenciées. Donc, quand Daniel parle des ghettos d'emploi, c'était vraiment très physique et très littéral. Là, oups, ça va trop vite. Donc, non, comment je fais? Voilà.
L'autre chose qu'on a constatée, pourquoi les surfaces étaient doublées, c'est parce qu'ils ont fait venir des savants. Ce n'étaient pas des savantes, c'était des savants. Et les savants ont décidé combien de travail faisaient les hommes et les femmes. Sauf que quand ils ont décidé combien de travail faisaient les femmes, ils ont oublié des affaires. Par exemple, quand tu époussette la petite table à la tête du lit du patient, ils comptaient la table, mais ils ne comptaient pas la photo des enfants et des petits-enfants, ils ne comptaient pas le livre que la madame était en train de lire. Alors, ils comptaient juste ce qui était la propriété de l'hôpital. Sauf qu'ils ont oublié de compter aussi certaines propriétés de l'hôpital parce que dès que les médecins n'utilisaient pas cette chose-là, c'était plus compté, alors qu'il fallait les pousser pareil. Et il y avait plein de choses qui étaient en fait omis des calculs. Et donc, quand ils ont décidé de l'affectation des ressources de nettoyage, ils ont coupé beaucoup dans les postes de femmes. Et c'est pour ça que les territoires des femmes étaient doublés. Et c'était extrêmement malheureux. Vous allez apprendre pourquoi. Pas juste pour les femmes, mais pour tout le monde. Mais avec notre recherche et avec la collaboration de différentes personnes au ministère et différentes personnes dans la condition des femmes, on a, et surtout avec les centrales syndicales, on a réussi à utiliser les résultats de nos recherches pour augmenter le salaire des femmes. Donc ça, c'était une première victoire. Deuxièmement, on a pu utiliser les résultats pour justifier de fusionner les postes des hommes et des femmes. Donc, c'était plus lourd et léger, c'était un poste préposé au nettoyage. Et, troisième affaire, mais vous allez voir un sourire, mais vous n'allez pas sourire. Donc, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est que quand on coupe dans le nettoyage des toilettes, est-ce que vous avez un peu d'imagination? Il ne faut pas trop aller dans le détail, mais je pense que vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir dans un hôpital certaines conséquences. Et il y a eu ces conséquences, et à cause de ça, il y a eu donc des épidémies qui se sont déclarées dans les hôpitaux. Et là, il y a des brillants qui ont dit, mais peut-être qu'il ne faut plus couper dans les postes des femmes. Alors, ça a été un moment de découverte. Ils ont fait des comités pour vraiment voir comment il fallait surveiller le nettoyage pour être sûr que l'hôpital restait propre. Ils ont mis personne du nettoyage sur les comités, mais c'est un détail. Mais au moins, ils ont arrêté de couper dans les postes de femmes. Donc là, on devrait, en 2007, être au paradis. Oups. Et là, en 2006-2007, le comité de conditions des femmes de la CSN nous a encore demandé de retourner dans les hôpitaux puis d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment la situation avait évolué. Puis j'ai oublié de mentionner qu'on avait fait 84 recommandations pour l'amélioration de ce travail-là. On arrive là, et qu'est-ce qu'on n'entend pas? Les travailleuses qui disent « Nous ne voulons plus faire le travail des hommes », restaurant, l'ancienne division, on veut faire le travail dit léger. Même si on avait, les savantes, démontré que le travail léger était aussi lourd que les hommes, que les poids manipulés dans une journée étaient à peu près égales. Mais elles ont dit on veut plus ce travail fusionné. On n'était pas très heureuses de ça. Et la morale de ça, parce que je vais continuer, puis je vais vous raconter pourquoi, mais la morale de tout ce que je vais vous dire, c'est que l'interaction constante pendant l'évolution des recherches, c'est ça qui est important. Il faut qu'on écoute, il faut qu'ils nous écoutent aussi, mais il faut vraiment que ce soit un processus dynamique
d'échange. Donc, on arrive dans les hôpitaux et on compte, parce que c'est ça qu'on fait en sciences naturelles, on compte. En 1994, il y avait eu 38 personnes, et dont 37% de femmes. En 2006, il y avait plus de monde, donc ils avaient mais il n'y avait que 23% des femmes. Donc, avec la fusion des postes, il y a eu une diminution du nombre de femmes. Et non seulement ça, mais les accidents de travail, dans les accidents, j'inclus toutes les douleurs, toutes les maladies du travail, les troubles musculo-squelettiques. Il y a eu 2,5 fois plus de ces accidents-là chez les femmes par rapport aux hommes. Donc, c'était vraiment un désastre. C'est que nous autres, les chercheurs féministes, on avait contribué à créer une transformation du travail qui nuisait aux femmes. Et les femmes n'étaient pas dupes, elles le disaient, on veut l'ancien système. Alors pourquoi? Pourquoi c'est arrivé comme ça? OK, donc voilà. La première chose qu'il fallait constater, et ça arrive, on l'avait constaté ailleurs aussi, c'est que tu fusionnes les postes de femmes et les postes d'hommes, tu défais les ghettos d'emploi, qu'est-ce qui se passe? Ces ghettos se reforment. Okay. Maintenant, c'est le même titre d'emploi, mais ça ne veut pas dire que les hommes et les femmes font la même chose. Alors, on a compté, Bénédicte Calvé, une étudiante brillante, elle est allée dans les hôpitaux, elle a observé combien de temps on passait à passer la vadrouille, la serpillière, et les hommes passaient 2 fois plus de temps que les femmes. Les femmes, bien sûr, nettoyaient les toilettes 2 fois plus de temps que les hommes. Qu'est-ce qu'ils disaient les hommes? Mais je ne lave pas la toilette chez nous, pourquoi je le ferais au travail? OK. Donc, il y avait ce redivision du travail. Oh, je n'arrive vraiment pas avec ce petit bidule. Non, pas encore. Pas encore et pas encore. Voilà, OK. Et c'est là qu'on parle du corps, mais quand on parle du corps, il faut voir le fait que les hommes et les femmes ont des dimensions, des forces physiques différentes. Il ne faut pas trop exagérer les différences, mais il ne faut pas les minimiser non plus. Donc, ça, c'est un tableau, mais ça pourrait être la force physique, ça pourrait être plein de caractéristiques physiques. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence entre la moyenne, le 50e percentile de grandeur, ça c'est la taille, des hommes et des femmes. OK? Il y a une gamme de... Oh, vraiment. Voilà. OK. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a une gamme chez les femmes et chez les hommes, et ces 2 gammes de caractéristiques physiques se chevauchent, donc on ne peut pas dire toutes les femmes ceci, tous les hommes cela, mais en même temps, il y a une différence de moyenne qui fait qu'en moyenne, les hommes sont plus grands, plus forts, etc. Alors, quand on a des exigences physiques extrêmes, et là, on avait 2684 kilos dans un des postes, là, à manipuler par jour, à jeter des contenants de déchets ici et là. Quand il fallait faire toutes ces manipulations-là, à un moment donné, ça use le corps. Et ça va user un corps qui est un peu moins fort, ça va l'user un peu plus. Donc, les femmes sont désavantagées. Et ce qu'on voit, c'est que en général, quand les exigences étaient extrêmes, les exigences physiques, les femmes étaient spécifiquement désavantagées. Ça ne veut pas dire que les hommes faisaient ça sans coût. Tout le monde avait
au moins autant, sinon plus de douleur que ce qu'ils avaient en 1994. Mais les femmes, plus. Alors, pourquoi les postes de nettoyage étaient masculinisés après la fusion des postes? Mais il y avait ces demandes, ces exigences physiques excessives. Il y avait un danger d'accident. Les femmes sont pas folles. Elles ne veulent pas rester nécessairement dans des emplois où elles vont se faire mal. Et aussi, quand elles font des accidents, parfois, elles ne reviennent pas. Alors, pourquoi il y avait ces accidents? Pourquoi il y avait cette difficulté physique? Mais là, on est allé voir le sort de nos 84 recommandations d'aménagement de ce poste de travail. Et, devinez quoi? Il y avait juste un tiers qui avait été mis en œuvre. Donc, on se dit, en fait, quand on a fusionné le poste, il aurait fallu que quelqu'un pense spécifiquement comment on peut intégrer les femmes, comment on peut intégrer le corps des femmes, comment on peut aménager la hauteur des choses, le poids des sacs, etc., pour que les femmes puissent s'y intégrer. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est qu'on a dit, on va mettre tout le monde ensemble, et là, les femmes étaient spécifiquement blessées. Alors, la question, et c'est une question stratégique, c'est comment qu'on fait, parce que si on commence à dire les femmes ne sont pas capables de faire telle tâche, ça ne va pas être nécessairement bon pour l'égalité. Mais si on envoie les femmes dans un abattoir où elles vont être égales sur papier, mais en fait qu'elles vont se faire rendre malades préférentiellement, c'est pas mieux. Comment concilier santé et égalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé des choses intéressantes. Un, le syndicat a décidé de ne pas revenir à l'ancien système parce que ça a été quand même un peu rétrograde d'accepter tous ces stéréotypes et de cantonner les femmes dans du travail dit léger, même si on avait réussi à le faire payer. Deuxièmement, ils ont surtout poussé pour l'aménagement de certains postes, notamment un poste qui s'appelle compactage, où on manipulait beaucoup de déchets lourds et qui était un poste d'entrée. Donc, les femmes étaient appelées à entrer sur ce poste-là qui était extrêmement difficile. Donc, on a décidé de se concentrer à l'amélioration de ce poste-là. Et troisièmement, le syndicat, la centrale, a essayé de développer des manières de discuter des rapports hommes-femmes au travail et des tâches des hommes et des femmes au travail. Et là, ils ont produit une petite merveille qui s'appelle « Ciel, un hippopotame dans mon milieu de travail », qui était un outil de sensibilisation des rapports hommes-femmes dans le milieu de travail. Ça a été un échec total. Et je ne l'invente pas, là, c'est ce que dit la centrale. Discuter des rapports hommes-femmes dans un service de nettoyage, je l'ai fait une fois. J'ai jamais eu autant peur pour physique, là, parce que les gens sont fâchés et tout s'y mêle. Moi, chez moi, je fais la vaisselle. Toute la vie est condensée et amenée dans cette discussion. Comment discuter des rapports hommes-femmes dans un cadre syndical? On n'a pas trouvé la façon. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de différence homme-femme dans le milieu du travail. Et quand on amène nos études, ça aide quand même parce qu'on a des chiffres, puis les chiffres, ça ne ment pas, tout le monde sait ça. Alors, c'est une façon d'amener les choses, mais il y a beaucoup de personnes qui disent « mais on ne croit pas aux chiffres ». Donc, c'est un défi, c'est le prochain défi, si vous voulez. Donc, pour conclure, comment nous, comme chercheurs, on peut aider à la mobilisation en tant que chercheurs? La première chose, c'est que ce n'est pas nous qui nous mobilisons.
Hein? On se mobilise, mais autrement. Mais ce n'est pas nous qui vivons avec les conséquences. Moi, je me sentais mal parce que j'avais envoyé toutes ces femmes-là à avoir plus d'accidents. Mais en fait, ce n'est pas moi, c'est l'employeur, c'est le milieu de travail, c'est toutes sortes, c'est tout un écosystème qui a fait ça. Et moi, je suis une joueuse mineure. Qu'est-ce que je peux faire comme joueuse mineure? Mais je peux écouter les femmes, je peux aider à articuler ce qu'elles disent, je peux aider à développer des méthodes, des outils pour le rendre visible, je peux documenter les inégalités. Mais là, si elles veulent faire du déni, si elles et eux veulent faire du déni, si l'employeur ne veut pas écouter, ce n'est pas ma bataille à moi. Moi, ce que je peux faire, c'est aider à clarifier les enjeux. Quand il y a du déni, quand face à mes chiffres, on dit « c'est pas vrai », moi, je peux essayer de comprendre pourquoi on dit ça, pourquoi on refuse de discuter du genre dans le milieu de travail. Et je peux essayer de montrer à certains acteurs pourquoi c'est pertinent de discuter du genre dans le milieu de travail. Je peux continuer à collaborer. Mais je peux faire ça de ma posture de chercheur. Je peux pas... J'ai essayé d'être militante, ça n'a pas marché. Alors, je pense qu'on a une grosse tâche à faire de chercheurs pour essayer de comprendre, d'écouter les femmes et d'articuler pour d'autres personnes qu'est-ce qu'elles ont, de quoi elles ont besoin et qu'est-ce qui leur arrive. Et c'est ça que je vous recommande. Alors, je fais un petit pub parce que Francine a donné le titre de mon livre en anglais, mais en fait, ça va sortir l'année prochaine avec ce titre-là. Donc, si vous voulez.